Alors, si vous assistez à cette conférence en ligne, c'est que vous avez certainement de l'ambition pour vos projets et que c'est probablement une ambition contrariée. Alors, vous dites qu'il est peut-être grand temps de changer la donne et d'améliorer la performance de vos projets. Alors, on peut effectivement travailler sa gestion de projet, mais aujourd'hui, on vous propose de faire un pas de côté, peut-être de changer de dimension, et on va élargir le champ de vision et surtout de décision, on le verra par la suite, pour passer d'une gestion d'un projet à une vision étendue à l'ensemble du portefeuille de projet. Parce que vous allez le voir, il y a certainement plein de leviers de performance à identifier en élargissant cette focale. Alors, pour parler de cette trajectoire de transformation, nous avons convié un expert de la transformation et du management de portefeuille avec qui nous serons en duplex depuis Lille. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, vous, ça fait deux Vincent pour le prix d'un. Aujourd'hui, vous avez vu, vous aurez donc le privilège, on aura le privilège avec Vincent de vous partager toutes ces bonnes pratiques et des clés pour pouvoir passer de la gestion de projet au portefeuille. Alors, l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, c'est très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ni Virage ni le cabinet Projection, vous compreniez les activités de nos structures respectives. On verra ensuite comment les motivations en fait, qui doivent vous amener à passer au portefeuille de projet. Quelque chose qui sera éclairé d'ailleurs avec les notions de contexte. On verra également des éléments autour de retours d'expérience et surtout des retours d'expérience qui vont expliquer comment le dialogue autour du portefeuille a pu débuter avec les entreprises qu'ils ont le privilège d'accompagner. De tous ces retours d'expérience, en fait, Vincent a compilé des conseils, 5 actions, 5 conseils qui va vous partager, qui sont des éléments à mettre en priorité lorsqu'on veut passer et initier le management de portefeuille de projet. Et enfin, je vous rappelle, on aura les questions qui vont vous permettre de demander des compléments, des précisions sur un certain nombre de points. Et enfin, on vous donnera quelques éléments pour prolonger le webinaire. Alors, on va vous soumettre un sondage. Hop, je le lance. On voulait savoir ce qui motivait votre participation à cette session. Et par ailleurs, on va commencer pour quelques petits mots d'introduction sur Virage. Nous sommes un éditeur avec l'ambition d'améliorer l'efficacité des équipes qui bâtissent le futur. Alors, c'est quoi le futur ? Le futur, il se construit avec des plans stratégiques, avec une vision ambitieuse et qui balise des chemins de progression. C'est notre offre Perf Monitor. Et ça également, le futur se construit avec des projets. Et là, c'est Project Monitor et la gestion de portefeuille de projets qui sera en arrière-plan de beaucoup des points qu'on va partager aujourd'hui. Notre parti pris, c'est rendre accessible le pilotage, quelle que soit votre situation de départ. Donc aujourd'hui, si vous en êtes encore à des éléments, des démarches balbutiantes, on va pouvoir vous accompagner pour gagner de l'ampleur ou en complément potentiellement de missions de conseil que peuvent apporter des cabinets comme Projection. Sachez que demain, si vous avez envie de découvrir Project Monitor, vous aurez un product tour qui dure une trentaine de minutes. Vous aurez tous les points clés de cette solution. On a également le plaisir en fait d'avoir plus de 280 clients, une vingtaine d'années d'expérience en vous proposant des plateformes qui vont permettre, donc, comme on l'a dit, de faire progresser votre management de projet, votre management de plan de stratégie. Vous voyez sur ce panel quelques extraits qui ont vocation à illustrer la diversité des tailles, des secteurs d'activité. On est à la fois dans le retail, on est dans des industriels, dans des collectivités, des petites structures, des grosses structures. Donc vous avez un large panel et on accompagne aussi bien des gens qui font des projets IT que des projets de construction, des projets d'infrastructure ou même des pilotages de plans de transformation, des démarches RSE. Voilà quelques petits mots rapides que je voulais partager. Sachez qu'on est éditeur et intégrateur. On vous accompagne dans l'implémentation de nos plateformes. Projection. Alors, Société Projection, nous, on est une société de conseil en accompagnement de transformation des organisations. En fait, on accompagne depuis 12 ans maintenant les transformations, on va dire, digitales, liées à la transition écologique et les transformations humaines. On travaille sur l'ensemble du territoire national, capable d'aller à l'étranger si nos clients nous le demandent, et sinon avec un bureau à Lille et à Lyon en France. On travaille sur trois savoir-faire principalement qui sont en fait le design, donc vraiment la définition des choses autour d'organisation, processus, de système d'information et sur la data. Un deuxième savoir-faire qui s'intitule le move, qui est plutôt dans une logique de mettre en mouvement les organisations une fois qu'on a décidé et cadré ce qu'on voulait faire.
avec vraiment de la transformation opérationnelle, du pilotage de portefeuille de projet sujet d'aujourd'hui, et également toute la partie people management, donc sur la partie humaine et change management. Et un troisième pilier qui est complémentaire, qui est la formation. Donc, on accompagne également nos clients dans la montée en compétences sur nos métiers à nous, c'est-à-dire la gestion de projet, l'architecture d'entreprise, le pilotage de portefeuille projet, etc., avec par moment des certifications possibles sur certaines formations. Voilà ce qu'on fait. Donc, on est plutôt sur la déclinaison opérationnelle, en fait, des stratégies d'entreprise. Et c'est ça qui nous anime. Alors justement, par rapport à ces stratégies d'entreprise qui, on l'a vu, c'est dans votre cœur de métier, peut passer régulièrement par des logiques de projet. Vincent, tu voulais commencer par nous parler d'éléments de contexte et notamment la notion de projet. On a déjà évoqué l'introduction, il y a la gestion de projet, la gestion de portefeuille de projet. Donc bien peut-être repréciser le cadre des éléments dont on va approfondir les thématiques par la suite. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de passer d'un focus, on va se concentrer sur la livraison vraiment unitaire des projets, hein, donc la méthode projet, à plutôt une livraison et une gestion simultanée d'un bon nombre de projets et d'un grand nombre de projets pour certaines organisations, alignés sur les objectifs stratégiques. Donc, vous voyez ici sur cette planche, en fait, on a mis un petit peu une notion d'étage avec en abscisse le nombre de projets, parce qu'effectivement, plus il y a de projets, plus on rentre dans une complexité de pilotage de l'ensemble des projets. Et sur l'autre axe, une notion de maturité, avec sur maturité sur la culture projet, on va dire. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir un peu comment on peut passer de cette phase un peu de projet, de méthode projet qu'on a mis en place à, avec une certaine, on va dire, maturité, à une mise en place de gestion de portefeuille de projet. Et même après, dans la gestion de portefeuille de projet, il y a plusieurs niveaux. On peut avoir en fait un niveau de gestion de portefeuille de projet, on va dire, premier niveau, qui permet de gérer plutôt la notion de moyens qu'on va allouer, de délivrabilité, de cohérence, de dépendance entre les projets et de ressources. Et un deuxième niveau où on vient placer vraiment la gestion de portefeuille au niveau stratégique. Il y a des entreprises aujourd'hui qui nomment dans le cadre de la fonction de directeur de la stratégie, des PMO qui vont vraiment être très très proches de la direction générale pour vraiment piloter l'ensemble de la transformation de l'entreprise. Il y a eu vraiment un grand chemin qui a été parcouru sur la méthode projet. Aujourd'hui, moi, je me souviens, il y a 15 ans, les méthodes projet, notamment, par exemple, dans certaines organisations qui étaient vraiment balbutiantes, dans d'autres qui étaient plus avancées, évidemment. Ça dépend un petit peu d'où on vient. Et en fait, on a fait, je pense vraiment, les entreprises ont fait des gros progrès en méthode projet depuis 15 ans, avec vraiment une diffusion de cette méthode, cette culture dans les organisations. Alors, il reste quand même des entreprises qui sont plus ou moins avancées. Hein, je pense à des plus petites structures, des organisations qui sont plus concentrées sur l'opérationnel, moins sur les projets. Et après, on a des entreprises qui sont assez avancées là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de voir un peu comment on peut passer ces différentes étapes entre la gestion de projet, on va dire, à l'ancienne, et la gestion d'un portefeuille de projet vraiment au niveau stratégique, tout en haut de l'escalier. Alors, je vais me permettre de faire un écho à la première question qu'on vous a posée sur le sondage. Donc, la motivation des personnes, c'est justement ces gens, les personnes, le point qui arrive en tête, hein, c'est les personnes qui cherchent un levier pour le management de projet, donc qui réfléchissent à cette approche portefeuille. Et même si j'additionne avec le fait que 20% des personnes qui participent disent que pour l'instant, la gestion de projet, ça s'invente un petit peu à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. Donc, il serait bien d'asseoir un petit peu. Donc, on est peut-être plutôt dans les premières étapes évoquées là. Également, en troisième position, à égalité, hein, la gestion de projet est plus ou moins formalisée dans un référentiel. Et les gens sont curieux de découvrir ce que peut apporter cette approche de management de portefeuille de projet. Avant de laisser la parole à Vincent, je vais juste expliquer les règles sur cette planche parce que c'est une planche interactive. Alors, on va encore utiliser les sondages. Donc, Vincent va vous exposer 5 points qui sont assez révélateurs d'une situation autour des projets. On va dans le sondage, suivez bien tous ces différents points et vous allez pouvoir cocher si le point 1 fait écho à ce que vous rencontrez dans votre organisation, si le point 2 fait écho à ce que vous rencontrez dans votre organisation.
et ainsi de suite. Donc là, Vincent, je vais laisser la parole pour que tu puisses nous exposer ce qu'il y a derrière ces différentes notions qui sont des signaux de levier potentiel d'amélioration. Et aujourd'hui, ce qu'on constate dans beaucoup d'organisations, et ce n'est pas forcément nouveau, mais ça vient s'accélérer, on va dire, c'est qu'on a un nombre de projets qui augmente de plus en plus. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation. Qui n'est pas en transformation? Et en fait, on a une part importante de build, de projets qui vient vraiment animer et driver les entreprises autour de l'excellence opérationnelle de l'existant, enfin de l'opération et du run. Donc beaucoup, beaucoup plus de projets, ce qui apporte donc une complexité. Deuxième point, c'est, vous avez sûrement constaté, des projets qui peuvent avoir lieu, mais qui ne sont pas forcément directement alignés avec la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un point clé dont on reparlera tout à l'heure. Mais en fait, voilà, c'est pas parce que on connaît quelqu'un ou qu'on a de l'influence ou qu'on a plus de pouvoir qu'on va pouvoir dégager un budget et un projet. Aujourd'hui, on aperçoit dans l'entreprise certains projets qui peuvent exister alors qu'ils ne sont pas forcément directement liés avec la stratégie de l'entreprise. Troisième point, le point qui est comment arbitrer en fait entre les projets qui fleurissent au sein de votre entreprise. Comme je disais avant, il y a de plus en plus de projets, donc en fait, il y a de plus en plus d'arbitrages qui sont nécessaires. Et il y a également des sujets en fait de contraintes qui peuvent arriver de manière prévisible ou pas prévisible en fonction des situations. Donc il y a une notion aussi d'arbitrage qui devient de plus en plus importante et de plus en plus récurrente au niveau des projets. Quatrième point, de plus en plus de projets sont aussi abandonnés ou voient leur périmètre réduit en cours de route. Je ne sais pas si vous avez vécu ces situations-là. Moi, je l'ai déjà vécu sur des projets, pas forcément sur mes projets, mais sur des projets que j'ai pu voir autour de moi avec des gros projets où des budgets importants sont dégagés. On y va, on fonce, on met tous les moyens et en fait, finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément peut-être stratégique ou que en fait, la mayonnaise ne prend pas. Et du coup, ou que finalement, le budget qu'on avait envisagé, en fait, il explose et donc, en fait, on va devoir réduire les périmètres pour arriver à la fin. Donc, on a aussi de plus en plus ce genre de situation qu'on peut voir. J'espère que vous ne le voyez pas trop, mais voilà, ça arrive quand même pas mal, je trouve. Il est également courant d'observer des mauvaises gestions de ressources disponibles. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on voit une assez bonne gestion des ressources côté informatique qui sont faites. Parce que voilà, ça vient quand même de l'informatique, tout ça. Mais par contre, le côté métier est toujours un peu un sujet en parallèle. Et en fait, on a des problèmes de ressources qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours sollicitées et qui sont des ressources en plus qu'on ne gère pas forcément, qu'on ne suit pas forcément côté métier. Sixième point, les budgets des projets sont très souvent dépassés. Bon, ça, c'est comme vos travaux, il faut prévoir 20% en plus. Mais voilà, ça devient un vrai sujet et c'est d'autant plus important en période de contrainte qu'on peut connaître actuellement. Donc voilà, savoir gérer un bon budget sur un projet et sur un ensemble de projets devient on va dire, une discipline importante. Et le dernier point, il y en a sûrement d'autres, c'était 7 points que j'ai mis en lumière, c'est le fait que les entreprises travaillent quand même encore beaucoup en silo. Alors, il y a des entreprises, effectivement, qui font des gros progrès pour ne pas travailler en silo et pour intégrer cette transversalité, mais on se rend compte quand même que les projets sont de plus en plus transverses. Les disciplines sont mélangées, les limites entre une supply et la finance ou la technique et le métier sont de plus en plus fines. Et en fait, du coup, ça impacte aussi les portefeuilles de projets et la gestion des projets. Alors, le résultat, du coup, Vincent, par rapport à ces 7 points évoqués, Qu'est-ce que ça donne? qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons, allez, je vous partage le trio de tête des points. Alors, je vois qu'il y a encore des votes. Allez, maintenant que vous avez l'exposé des 7 points, je vous laisse quelques petites secondes pour finaliser et choisir les points dans lesquels vous retrouvez votre organisation. Allez, le trio de tête, allez, c'est même un quator. En tête, c'est le point 1, c'est le nombre de projets ne cesse d'augmenter dans les entreprises. Vous êtes plus de 20%, enfin pardon, 18% à constater ce point. Et puis à l'extrême, c'est le dernier point qui arrive quasiment à égalité, c'est les projets sont de plus en plus transverses, mais vous restez avec des organisations en silo, on va dire, ou avec un certain cloisonnement entre les différentes directions de votre entreprise ou organisation. Et troisième point, allez, à égalité, je suis obligé je ne vais pas les départager, mais troisième ex aequo, les règles sur l'arbitrage des projets ne sont pas claires.
Donc certainement que c'est en écho au premier point, hein, ça veut dire qu'on a un nombre certainement constant de projets qui n'est pas forcément jugulé ou contrôlé. Troisième point, arrivé ex aequo, pardon, il est courant d'observer une mauvaise gestion des ressources disponibles. Donc, de plus en plus de projets, des projets qui devraient amener à plus de transversalité et des projets qui ne sont pas suffisamment arbitrés et les conséquences sont assez directes puisque manifestement, ça met de la tension sur les ressources. On a fait ce constat. Du coup, qu'est-ce qui doit compléter en écho par rapport à ces éléments, passer au portefeuille de projet? Alors, en fait, on a essayé ici de regrouper, j'ai essayé de regrouper un peu les déclencheurs, les symptômes qui fait qu'en fait, on a des besoins de pilotage de portefeuille de projet qui émergent de plus en plus. Trois grands axes, trois grands volets, on va dire. Un premier volet qui est lié plutôt au fait que les métiers ont repris quand même le leadership, sans vouloir offusquer nos amis informaticiens, mais effectivement, les métiers depuis quelques années reprennent la main sur les portefeuilles de projets avec aussi des projets qui sont des projets métiers et qui n'ont pas forcément un impact digital immédiat. Et l'idée, c'est que voilà, aujourd'hui, ça nécessite du coup d'aller chercher aussi des ressources métiers, de pilotage de projet, et pas uniquement informatique. Je pense que voilà, la gestion de portefeuille de projet, c'était quelque chose qui a été plutôt bien fait côté informatique et qui vient de plus en plus côté métier maintenant, depuis quelques années, avec cette reprise du leadership des métiers. Sur les portefeuilles de projet, on a aussi un autre élément qui est quand vous avez des métiers qui sont très proches de la tech, hein, par exemple dans la banque ou dans les entreprises en fait, qui proposent plutôt des services et non pas des produits. On a des métiers qui peuvent être très très proches du digital, et donc en fait là, on vient vraiment avoir une gestion de portefeuille de projet vraiment qui est innée digital et qui vient prendre de la place. Le deuxième volet, c'est un volet peut-être plus évident qui est lié à la taille des organisations, hein. Aujourd'hui, on parle de portefeuille de projet en fonction de la taille de l'organisation. On va avoir des déclencheurs un peu différents. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on a des entreprises plus petites qui, à un moment donné, se disent j'ai beaucoup de projets, j'entends parler de projets un peu à droite à gauche, mais j'ai du mal à avoir la vision complète. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir un peu une liste exhaustive de ces projets. On a aussi des organisations qui deviennent multi-pays, multi-BU, avec une complexité qui vient s'ajouter, parce que en fait, un projet n'est jamais complètement isolé sur on va dire, un pays ou une BU. On est aussi dans une tendance de communalité, avec des choses qu'on veut rendre corps et qu'on veut pouvoir déployer. Donc, on a des organisations qui viennent en fonction de leur taille, du coup, déclencher plus de discussions autour du portefeuille de projet. Et c'est d'autant plus important, justement, quand on a cette complexité de taille, de multi-pays, de multi-BU, et des notions aussi de groupe, pour ceux qui connaissent les joies du groupe. Donc, voilà, le groupe qui a aussi une partie de responsabilité sur une gestion de portefeuille, qui est un autre élément. Et on a un troisième volet qui est lié plutôt à la maturité de la culture projet, où en fait on a aujourd'hui des entreprises qui vont nous solliciter en fait parce que elles veulent mettre en place la méthode projet, mais elles se rendent compte que c'est pas suffisant et qu'il faut aussi accompagner ça d'une gestion de portefeuille de projet. On a aussi des entreprises qui ont de plus en plus de build, hein. Moi, je trouve que la partie de build est de plus en plus importante, on l'a dit juste avant. Et du coup, en fait, la gestion de portefeuille de projet, elle devient d'autant plus importante par rapport à cette maturité projet. Je pense, Vincent, à ce qu'on a vu sur les motivations de participation où les personnes veulent instiller ou en tous les cas s'intéresser à cette dimension management de portefeuille de projet. Et dernier point aussi, on voit aussi dans certaines entreprises que les projets en fait sont tellement au centre parce qu'en fait, elles vont dégager, par exemple, une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau service. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on est sur en fait, des projets qui sont stratégiques au cœur de l'activité et qui vont, du coup, nécessiter aussi de coexister avec d'autres projets et donc qui vont générer des discussions autour de portefeuilles de projets. Alors, je vous propose maintenant qu'on enchaîne sur des retours d'expérience. Donc, l'idée, c'était de partager avec vous des exemples de retours d'expérience par rapport à des projets ou des situations qu'on a pu connaître sur différents secteurs pour vous montrer un peu ce qui fait qu'en fait, on rentre dans une discussion de portefeuille de projet. Un premier retour d'expérience qu'on voulait partager qui était plutôt sur le secteur de l'immobilier. On a en fait une direction générale qui nous a contactés pour
pour en fait comprendre ce qu'était le portefeuille de projets qui était actuellement en cours dans son entreprise, parce qu'en fait finalement il y avait beaucoup de projets à droite à gauche, des chefs de projet qui étaient un peu nommés. Là, on est vraiment tout en bas à gauche de notre premier slide ou de la matrice où en fait on fait de la gestion de projet en bon père de famille et avec du bon sens, où les gens des opérations sont en fait chefs de projet, mais voilà, ça nécessite quand même d'avoir une cohérence globale. Donc, on n'a pas de charges qui sont mesurées, on n'a pas vraiment un pilotage global de l'ensemble des initiatives, les mêmes personnes sont sollicitées, etc., etc. Vous connaissez sûrement cette situation. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est intervenu sur des ateliers de cartographie des projets existants. C'est très important de bien comprendre, en fait, de bien lister et de caractériser, cartographier les projets, de les classifier. On a construit une trajectoire de ces projets parce que voilà, on ne peut pas faire tous les projets en même temps et puis il y en a qui doivent attendre que d'autres projets soient en place. Mis en place une gouvernance projet et construit des outils de gestion de portefeuille qui n'existaient pas auprès de ce client. Ok, bah, je me permets juste de faire un écho par rapport au secteur immobilier. Il se trouve qu'on organise une session de présentation de Project Monitor vraiment orientée pour le secteur de l'immobilier plutôt public. Donc, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à réserver une place si vous voulez voir comment on peut également éclairer, alors non pas pour la partie conseil comme c'était évoqué là, mais avec la dimension outils des contextes immobiliers. Deuxième cas de figure, une DSI très opérationnelle. Voilà, une DSI très opérationnelle. Donc là, le déclencheur, c'est plutôt une taille d'organisation, on va dire, moyenne, une maturité projet assez faible. On est sur un contexte plutôt côté SI, où on a un audit qui a été effectué par une autre société en amont qui était un petit peu trop high level, trop haut niveau, et on nous sollicite pour retravailler en fait une trajectoire et une cible plus précise, plus détaillée. Et en fait, on se rend compte assez rapidement avec le CODIR que en fait, ça nécessite évidemment des moyens et une méthode pour y arriver. Et donc là, on a eu un projet assez intéressant. On a pu retravailler donc la cible, la trajectoire, évidemment. Donc ça, c'est la partie stratégie. Voilà, vers là où on veut aller. Et en fait, on est très rapidement rentré dans des discussions où il fallait en fait orchestrer tout ça, mettre des moyens humains, des moyens méthodologiques. Donc ça veut dire former les personnes, parce qu'en fait, ça ne s'improvise pas, hein. Ça nécessite des compétences. Et on a plutôt travaillé sur l'axe de formation, montée en compétences sur ces sujets de culture projet, de méthode projet et de gestion de portefeuille de projet. Alors là, pareil, je me permets de faire un écho sur, alors pas forcément dans le secteur industriel, mais enfin, en tous les cas, sur des logiques de trajectoire, où on a des retours d'expérience, vous pouvez trouver sur le site web, ou je ne sais pas si on aura le temps de vous le mettre dans le chat, sur de la transformation, des plans de transformation numérique qui vont pouvoir avoir une lisibilité à travers des applications comme Project Monitor. Et donc, pour incarner cette logique de trajectoire et embarquer le maximum de personnes. Ce qu'on a bien compris, un de vos enjeux, c'était de casser les silos. Dernier exemple sur le secteur du retail, de la distribution spécialisée. Donc là, les déclencheurs sont plutôt un déclencheur, donc ça c'est un projet qui remonte un petit peu plus, qui est sur une maturité projet qui n'était pas là, on va dire. On était en bas à gauche, encore une fois, un peu de cette matrice où en fait on est dans une logique, on met en place, l'entreprise met en place une équipe organisation, transformation au niveau du groupe, qui a la mission au démarrage de déployer une méthode projet pour avoir un logage commun, des références communes sur la gestion d'un projet. Et en même temps, en fait, on accompagne aussi, en même temps, le fait de mettre en place la gestion de portefeuille de projet avec la priorisation, avec l'IT et le métier qui travaillent ensemble. On est sur une logique de définition et mise en place de la méthode. On forme des ambassadeurs. On met en place un portail pour centraliser en fait l'ensemble, pour avoir en fait une information qui est commune, qui est accessible à tout le monde et qui est centralisée avec le reporting projet. Et on met en place une gouvernance de portefeuille de projet. On en reparlera tout à l'heure. C'est un point évidemment également important. Très bien. Pour ces éléments de retour d'expérience, donc de tous ces cas, alors là, tu en as mis 3 en exergue, mais on a bien compris que vous interveniez dans plein de contextes différents. J'ai demandé un challenge assez compliqué à Vincent. J'ai dit, OK, il y a plein de choses à faire. On voit qu'on a plein d'axes de travail, mais s'il fallait retenir 5 conseils pour passer d'une gestion de projet, qui est votre challenge à la plupart d'entre vous, hein, si on en croit le sondage, à une vraie gestion de portefeuille de projet. Alors, premier conseil. Alors, premier conseil, c'est les projets servent la stratégie. Donc, en fait, c'est de développer une vision stratégique. Alors, ça vous peut paraître évident, mais en fait, c'est pas si évident que ça. C'est très important, en fait, pour décliner un portefeuille de projet ensuite, c'est d'avoir une vision très claire de sa stratégie
et sa stratégie déclinée, évidemment, pour pouvoir ensuite relier les projets qui viennent s'aligner, qui viennent s'inscrire dans la stratégie pour servir la stratégie. Les projets sont là que ce n'est qu'un moyen, finalement, pour servir une stratégie. Et on voit quand même encore aujourd'hui, moi j'ai 2 exemples à vous citer, des exemples où en fait on a des projets, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas directement liés avec la stratégie. Donc en fait on se demande un peu ce qu'ils font là. Après ils sont sûrement très intéressants et apportent de la valeur ajoutée, mais si c'est pas en lien, ben voilà. Et on voit aussi souvent des projets qui sont avec lesquels en fait on ne fait pas de lien dans les portefeuilles de projets, on ne voit pas de lien avec la stratégie de l'entreprise. Et donc ça peut paraître encore une fois évident, mais c'est très important dans la communication, dans les portefeuilles, vraiment d'avoir cette caractéristique de stratégie, d'axe stratégique. Donc, un projet doit nécessairement trouver un lien avec la stratégie. C'est le conseil numéro 1. Contexte côté Project Monitor, ben vous avez, avec la possibilité de modéliser votre portefeuille, justement de montrer les contributions de vos projets et leur rattachement aux différents axes stratégiques, si cette stratégie est structurée et modélisée. Ça peut me faire écho d'ailleurs avec Perf Monitor, mais c'est un autre sujet. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, soyez exhaustif. Donc, en fait, c'est très important quand on rentre dans une démarche de gestion de portefeuille de projet d'être très holistique et complet sur les projets qui sont en cours. Là encore, ça peut paraître évident, mais il y a des projets qui sont des projets, il y en a qui ne sont pas des projets, il y en a qui sont des initiatives, il y en a qui sont des programmes. L'idée est, en tout cas, dans un premier temps, de pouvoir bien identifier l'ensemble des initiatives de votre entreprise. On a parlé tout à l'heure de cartographie, de lister, de classer, de catégoriser des projets. C'est très important et c'est vraiment un point de départ très important qu'il faut faire quand on rentre dans cette démarche-là. Alors, ça, c'est un petit retour aussi d'expérience alors qu'on a côté virage. C'est souvent d'ailleurs le premier enseignement, le premier quick win qu'on peut avoir quand on met en place une plateforme comme Project Monitor, c'est d'avoir la liste complète des projets. Petite confidence, il y a souvent en fait des surprises qui arrivent. Parce que quand on fait vraiment ce travail d'inventaire, on peut effectivement se constater que, ah bah oui, tiens, c'est vrai que tel projet effectivement est mené. Et on le revient, je pense que ça fait écho aussi, Vincent, à ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'équilibre entre les métiers et l'IT, notamment pour les projets IT. Des fois, les métiers peuvent mener des projets sans pour autant que l'IT soit tout à fait ou pleinement au courant. Et puis, l'approche silo ne favorise pas ces éléments-là. Je me permets juste également sur la notion d'exhaustivité, en écho sur les ressources, qu'on ne va peut-être pas forcément en parler directement, mais l'exhaustivité également sur les activités, parce que les ressources, elles sont mobilisées, mais elles ne font pas toujours que des projets. Il faut aussi avoir une vision de leur activité par ailleurs pour connaître leur bande passante pour la partie projet. C'est un des enjeux assez clés dans le capacity planning notamment. Alors, merci d'enrichir mon vocabulaire. J'ai appris le mot holistique. Donc, je ne sais pas si je suis le seul aujourd'hui, mais merci Vincent d'enrichir mon vocabulaire. Allez, Avec conseil plaisir. numéro 3. Alors, conseil numéro 3, on ne s'improvise pas. PMO, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que en fait, quand vous mettez en place cette démarche de gestion de portefeuille de projet de manière, on va dire, conséquente, ça nécessite d'acquérir des compétences supplémentaires. Voilà, tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Je me souviens d'un exemple notamment chez un client où en fait on rentrait dans des notions de ROI. Chaque projet devait avoir un ROI. Et en fait, le calcul d'un ROI, c'est pas quelque chose qui est forcément accessible à tout le monde. Si on le fait, on va dire, dans les règles de l'art, il faut un peu être formé, avoir des notions de finance. Voilà, il y a ça, il y a la gestion des risques aussi, qui est une discipline. Il y a tout ce qui est planification, stratégie, lien avec la stratégie. Le fait de mesurer la performance, de gérer des ressources, ça nécessite un certain nombre de compétences qui sont tout à fait accessibles, mais qui nécessitent parfois, et on a des clients qui font ça, d'aller chercher des ressources en externe, d'avoir des ressources dédiées aussi. Donc voilà, moi je vous encourage à développer en fait les compétences aussi en même temps que vous mettez en place, ou juste avant, ou en même temps que vous mettez en place cette démarche. Alors, pour faire un écho à cette démarche, moi, je vous invite à regarder un retour d'expérience d'un de nos clients qui a accepté plusieurs fois de témoigner, qui est la société Altis, donc qui est dans le domaine de l'assurance, et qui a expliqué toute cette démarche, en fait, comment ils sont passés de la certification. Ils n'ont même pas commencé vraiment à parler de gestion de projet, de la certification, de la gestion de projet et à la mise en place, de faire émerger, en fait, cette notion de bureau des projets. Donc, n'hésitez pas à consulter ce retour d'expérience. Allez, conseil numéro 4. Conseil numéro 4, c'est le fait d'établir un processus de demande de projet.
Donc, c'est bien de faire un inventaire des projets qui sont en cours, mais il faut aussi piloter, on va dire, un processus, enfin mettre en place un processus qui permettra de canaliser les projets qui vont venir. Et en fait, on appelle ça souvent la gestion de la demande dans certaines entreprises, pour pouvoir en fait capter les projets, les cadrer, les identifier. Donc en fait, souvent, c'est un vrai processus qu'il faut définir, qu'il faut communiquer, il faut former les gens dessus. Il y a souvent des outils qui sont associés, type des fiches ou des fiches projets ou ce genre de choses qui sont ensuite qui permettent de formaliser, d'écrire un petit peu, de cadrer un peu les sujets pour permettre ensuite de prioriser et de décider autour de ces projets-là. Très très important ce point-là de mon point de vue. Je pense que c'est le point numéro un du sondage. Enfin, pas du sondage, des éléments qui faisaient écho au contexte. Il y a beaucoup de projets où il y a une inflation des projets. Et souvent, en fait, on lance des projets trop facilement et qu'il y a un vrai travail de régulation à faire. À ce sujet, vous avez un retour d'expérience qui était passionnant, qui ne s'est concentré que sur ça. Comment on canalise ce flux de demande avec le GHT du Loiret. Vous voyez, en fait, leur challenge, c'est très simple. Hein. Ils arrivent à interroger ils ont à peu près un portefeuille de 90 à 100 demandes en permanence et ils les réinterrogent tous les 15 jours. Donc, effectivement, comme l'a dit Vincent, c'est à coup de fiche de projet, c'est de la formalisation, c'est une antichambre avant de pouvoir rentrer dans des logiques de planification. Donc, ils ont un levier d'efficacité extraordinaire avec ça. Et ils ont développé cette culture commune. Et puis également, ça casse les silos, hein, parce que les métiers doivent se positionner et décrire ce qu'ils attendent effectivement sur les projets. Conseil numéro 5. Alors, conseil numéro 5, organisez vos décisions. En fait, évidemment, vous vous en doutez, et c'est quelque chose qu'on voit quand même assez bien mis en place dans pas mal d'entreprises, c'est le fait de mettre en place une gouvernance. Alors là aussi, ça semble peut-être évident, mais on voit encore beaucoup d'organisations, alors peut-être plus petites, peut-être moins matures sur la culture projet, où en fait, on va dire que les choses se décident un peu sur un coin de table ou au petit bonheur la chance ou dans des comités de direction, on va dire. Voilà, parce qu'il faut parler des sujets qui sont structurants. Mais en fait, c'est très important d'accompagner la démarche avec une gouvernance, c'est-à-dire des instances de décision qui sont programmées à l'avance, qui permettent de revoir le portefeuille complet, de le contrôler, de le suivre. Et surtout, ce qui est important, c'est voilà, l'exemple auquel je pense, c'est le fait d'avoir l'IT, le métier, les différents métiers en même temps, au même moment, pour pouvoir avoir cette notion de transversalité et de décision commune. Voilà, un conseil qui me paraît vraiment structurant et clé, qui est peut-être facile comme ça sur le papier, mais finalement, ça s'orchestre, ça s'organise avec voilà, différentes parties prenantes, avec peut-être différents niveaux aussi de décision. Et l'idée, c'est de voir l'entièreté des projets et non pas un seul projet. Donc, vous connaissez bien la comitologie sur les projets unitaires. Là, on est sur une comitologie sur un portefeuille de projets avec l'ensemble des projets en cours et à venir. Je me permets à chaque fois de faire un peu des échos avec les cas d'usage qu'on peut rencontrer dans Project Monitor. C'est vrai qu'on a développé vraiment à la demande aussi de nos utilisateurs des dispositifs qui permettent d'animer ces revues et des niveaux d'animation qui peuvent être très synthétiques avec une vision très stratégique où on va se focaliser sur des points clés ou des animations et des revues, alors là, très opérationnelles où on va plutôt parler de staffing, d'avancement, alors que dans d'autres instances plus stratégiques, on va se prendre de l'auteur de vue, on va essayer de s'assurer que tous les axes stratégiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sont bien adressés par les projets, ou qu'on ait une vision, je dirais, plutôt direction générale, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans le détail des plannings, mais qui a besoin de s'assurer que les échéances clés de vos projets sont respectées. Donc, on va pouvoir des instances avec différentes granularités. Je me permets de saluer Monsieur Michael Mallet, puisque je vous ai évoqué le témoignage du GHT, il nous fait l'honneur également de suivre. Donc, je pense qu'il doit être dans la catégorie des gens qui sont dans le 80-20 et qui ont déjà 95% d'expertise et qui est là pour peaufiner sa maîtrise du management de portefeuille de projet. On vous a présenté 5 conseils. Allez, lesquels font écho pour vous et vous dites, celui-là, vraiment, dans mon entreprise, ça va être un point clé ou à l'inverse, est-ce que c'est un peu plus compliqué ? Cochez les conseils qui vous paraissent faire sens, ou vous vous dites, bien, dès midi, dès qu'on aura fini ce webinaire, je vais tout de suite amorcer le sujet et lancer la thématique en interne. Vincent, quand on a préparé, là, on a vu des principes, je dirais, qui sont pérennes dans le temps, qui sont du bon sens, qu'on doit toujours mettre en place. Mais le contexte fait qu'en ce moment,
voilà, les retours d'expérience, c'est bien, mais il y a un petit retour d'actualité. C'est qu'aujourd'hui, la tonalité des échanges lorsqu'on vous sollicite évolue un petit peu parce que peut-être que les temps sont un peu plus durs que ce qu'on a pu connaître par le passé. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était de, voilà, de pouvoir échanger un petit peu sur ce qu'on vit actuellement. L'invité de la rentrée, c'est la priorisation. Aujourd'hui, le sujet, c'est la priorisation. Et donc, vous imaginez bien que il faut donc arbitrer. On a vécu ça, je pense, de plus en plus sur la dernière année, avec les différentes crises qu'on a pu connaître. Là, ça prend encore plus d'importance. C'est-à-dire que si votre portefeuille de projet, on va dire, il est bien organisé, si votre démarche, votre processus est clair, si vos instances de décision sont claires, eh ben, c'est là où vous allez pouvoir arbitrer et ça reste compliqué. Donc, en fait, c'est là où il faut avoir tous les éléments. Pour votre portefeuille de projet, du coup, la question, c'est comment ça se traduit cette priorisation. Alors, dans votre portefeuille de projet, vous avez énormément de caractéristiques, de critères. Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de mettre en avant un peu 4 gros critères qui nous semblent clés dans une priorisation. Après, la priorisation, elle est bien, elle appartient bien à ceux qui la font. Il y a sûrement d'autres éléments à prendre en compte, mais aujourd'hui, ce dont on se rend compte, évidemment, c'est qu'il faut regarder de très près la valeur créée par les projets. Et là, encore une fois, ça semble facile, mais en fait, c'est une vraie discipline, une vraie valeur ajoutée de pouvoir justement calculer ou analyser cette valeur qui est créée. Point très important pour pouvoir comparer son projet avec d'autres projets. L'autre point, c'est le niveau de risque. Alors ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure que les projets, ils aboutissent pas tous pour des raisons diverses et variées. Et que en fait, peut-être qu'ils ne sont pas bien non plus staffés, c'est-à-dire que les ressources qui sont allouées au projet, c'est pas très, c'est un petit peu bancal. Peut-être que en fait, il y a d'autres projets qui vont venir impacter un projet et du coup, il y a un risque. Et donc, le niveau de risque est super intéressant de regarder dans une logique de priorisation. Voilà, un projet qui a peut-être un certain risque d'aboutir sera plus facilement reporté qu'un autre. La notion d'urgence et d'importance, évidemment. Alors ça, c'est un peu la base. Mais voilà, on peut penser à des choses comme des choses réglementaires qui vont être importantes, mais peut-être moins urgentes. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à regarder, évidemment, dans une logique de priorisation. On ne peut pas y échapper. Eisenhower, voilà, on pense à vous. Et le dernier point, c'est l'alignement avec la stratégie. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois lors de ce webinaire. Le fait qu'un projet soit aligné directement ou indirectement avec la stratégie doit être un élément très important dans la priorisation. Ce qui fait qu'ensuite, on passe donc ces critères au crible qui nous permet d'avoir donc des projets priorisés. C'est pas simple, ça nécessite beaucoup d'instances. Je pense qu'on le vit tous, il y a beaucoup de récurrence et une priorisation aussi qui ne se fait pas non plus qu'une seule fois par an, mais qui devient un peu un sujet, en tout cas nous on observe ça, un sujet un peu récurrent. Alors c'est peut-être plus vrai quand on change régulièrement de client que quand on est dans le même client, mais voilà, on observe ça quand même pas mal. Et l'observation qu'on fait aussi, c'est qu'il y a un peu un effet négatif à ça, c'est qu'en fait, il faut suivre de très près. Donc, en fait, la communication est hyper importante. La communication transparente, la communication claire sur les sens, enfin, sur le sens qu'on donne à cette priorisation, pourquoi on a priorisé tel ou tel projet versus un autre, et aussi où trouver l'information, on va dire, à jour, parce qu'en fait, ça va assez vite, il y a beaucoup d'instances, il y a beaucoup de rendez-vous de priorisation. Et donc, en fait, quand on n'est pas dedans directement, on n'a pas forcément l'information. Et donc, en fait, on observe aujourd'hui voilà, un sujet autour de la communication projet portefeuille de projet qui est vraiment d'autant plus important. Eh bien, il faut croire que ces éléments d'actualité font également écho à ce qui a été évoqué. Oups, je vais trop vite. Dans le sondage, donc par rapport aux 5 conseils qui ont été évoqués, je vous livre le top 3 qui vous paraissent le plus pertinent, important à activer dans votre organisation. En 1, avec dans presque plus de 25% des cas, la mise en place de la gouvernance. En numéro 2, établir un processus de demande de projet, qui fait un petit peu écho à ce qu'on vient d'évoquer. Et pour finir dans le trio, développer une vision stratégique. Donc là, on a voulu vous donner une vision synthétique de cette thématique, vous donner des pistes pour pouvoir les améliorer, mais on va pouvoir peut-être compléter en tous les cas vos attentes par rapport à ce qui a été présenté ou peut-être aborder d'autres éléments. Première question qui a été posée sur quel est le positionnement de l'amélioration continue dans la démarche qui a été évoquée.
Là, on dit on était plutôt dans une stratégie un petit peu de rupture, mais est-ce qu'en fait c'est de la vraie rupture? Est-ce qu'on n'est pas dans une démarche plus de fond et d'amélioration continue? Alors pour moi, l'amélioration continue, je le mets un petit peu à part, parce qu'en fait, dans une gestion de portefeuille de projet, on est sur des projets. Un projet, c'est un début et une fin. L'amélioration continue, comme son nom l'indique, elle est continue. Par contre, ce que je trouve intéressant, et c'est intéressant parce que justement, je suis chez un client qui a ce sujet-là actuellement sur la table, on peut avoir néanmoins une approche de gestion de portefeuille de projet au sein de l'amélioration continue. Donc, je ne le mélangerai pas avec le reste des projets. Par contre, voilà, une amélioration continue, ça nécessite d'identifier des irritants, ça nécessite d'avoir des plans d'action, ça nécessite de suivre que ces plans d'action sont mis en place, ça nécessite potentiellement de sortir des... Alors là, on peut faire le lien, effectivement, on peut identifier dans le cadre de l'amélioration continue des projets ou des besoins de projets. Et donc, dans ce cas-là, ça peut sortir de l'amélioration continue et devenir et rentrer dans le canal de la gestion de la demande, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce point. Alors, là, on va aller un petit peu dans les référentiels et dans les pratiques. Est-ce que cette approche est robuste avec l'agilité à l'échelle? Dans tous les cas, je pense que ça fait peut-être écho à des frameworks agiles qui, on connaît bien les frameworks Scrum pour gérer des projets. On a également des frameworks pour pouvoir passer à la gestion de portefeuille à l'échelle de l'agilité. Après, ce que je peux dire là-dessus, c'est que en fait, l'agilité, c'est une méthode comme une autre. Il y en a d'autres. Donc, en fait, pour moi, ça n'est pas du tout incompatible avec le fait de gérer un portefeuille de projet. Et en fait, c'est complètement compatible. Et au contraire, aujourd'hui, on le voit partout. Alors, est-ce qu'il est plus efficace de centraliser ce type de démarche ou de la délocaliser ou de la décentraliser par métier? Ah, vous En fait, avez moi, ce que j'ai pu 2 observer, minutes, monsieur Perry, hein, c'est pas 4 heures. ouais. Ce que je peux dire comme ça en voyant cette question, c'est que en fait, les deux mon général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un travail préparatoire qui peut se faire au niveau d'un département ou d'une fonction qui permettra ensuite de venir s'intégrer sur un niveau un peu plus supérieur. Voilà. Et c'est pas incompatible, il faut pouvoir gérer les deux. Après, le portefeuille, il y a des portefeuilles à différents niveaux. Voilà. Très bien, mais du coup, il y a peut-être effectivement cet enjeu de trouver le bon équilibre par rapport notamment à la transversalité et les silos hein, qui ont été évoqués comme des challenges. Je pense aussi qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu, ça va dépendre aussi un peu de la culture et de là, si vous avez un enjeu pour casser ces silos ou si, en définitive, vous êtes plutôt dans l'amélioration d'efficacité d'entités plus autonomes. Un autre point auquel ça me fait penser sur cette question, c'est le fait qu'on peut très bien retrouver un même projet de deux côtés différents, dans des portefeuilles différents, parce qu'en fait, ils sont transverses. Et donc, en fait, il faut les considérer des deux côtés. Voilà. Quid des offres techniques et financières pour acquérir vos services et logiciels? Alors, je vais répondre pour la partie logicielle. Je vous invite à, dès demain, suivre le Product Tour ou sinon rentrer directement en contact avec les équipes de Virage. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut sur des formulaires pour pouvoir initier cette démarche sur le site web. Je pense que c'est également, Vincent nous a fait l'amabilité de partager ses coordonnées, donc vous pourrez également, pour la partie plutôt conseil, directement le contacter. Alors, une autre question, là on va aller retour dans la stratégie, puisque la question est de savoir, par rapport au conseil numéro 1, hein, donc qui était les projets doivent toujours avoir cette connexion avec la stratégie, en quoi la démarche des OKR peut aider et en quoi la démarche management de portefeuille de projet est soluble dans la partie OKR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme pour Objective and Key Results. Donc là, l'idée, c'est de dire la stratégie, on peut la décomposer à différents niveaux. On va avoir quelques objectifs d'entreprise qui vont après se décliner dans les différentes entités. Il y a même des gens qui vont jusqu'à des objectifs personnels, des déclinaisons personnelles des OKR. Je ne sais pas si le point t'inspire, Vincent. Non, pas particulièrement aujourd'hui. D'accord. Alors moi, ce que je peux juste vous faire un petit écho, parce que sur ces éléments, les approches OKR, en tous les cas, ça va dépendre si votre projet constitue un key result. Ça peut être tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des démarches ou des stratégies d'entreprise, comme l'a évoqué Vincent, hein, avec le lien, où le cas de key results, enfin le KR de key results peut être un projet et qui va servir et contribuer à l'atteinte d'objectifs. Donc, ça peut être effectivement ce lien-là.
nous, enfin, c'est vrai qu'on peut, sur ceux qui implémentent ces approches-là, on peut effectivement retrouver des projets dans la partie Key Results. Je dirais moins la dimension portefeuille, puisque la dimension portefeuille va plutôt définir des périmètres de moyens. Et donc là, du coup, ça va être sur le périmètre d'une direction. Une question sur les référentiels. Est-ce qu'il existe des modèles de gestion de portefeuille de projets reconnus à un niveau national ou international, ou à défaut des référentiels ou normes qui font consensus, si on a envie d'étayer sa gestion de portefeuille avec des référentiels établis? Moi, j'utilise pas de référentiel de mon côté. On est plutôt sur des ABAC ou sur des expériences qu'on a pu construire chez nos clients, où on vient en fait améliorer au fur et à mesure les, les- les templates ou les outils de gestion de portefeuille de projet avec des caractéristiques projet qui sont des caractéristiques incontournables. J'imagine que chez Virage Solutions, vous avez par contre des choses assez établies que vous Alors, nous, on préconise toujours plutôt les approches adaptées au contexte. Donc, effectivement, si après vous avez des référentiels, on a évoqué les référentiels agiles, il y a quelques référentiels aussi portés par le PMI qui élargit en fait son référentiel de gestion de projet à des gestions à l'échelle du portefeuille de projet. Il y a un autre nom de référentiel dont le nom m'échappe, dont un de nos partenaires formation, QRP, fait également des éléments qui peuvent, je crois également avec des éléments de certification. Alors, l'acronyme m'échappe, Prince 2. du QRP. Mais c'est vrai que en tous les cas, dans la philosophie virage et projection, on préconise souvent, par rapport à ces enjeux-là, une approche très contextualisée et adaptée aux éléments, parce qu'on voit bien que les enjeux ne sont pas toujours du tout adressables. En tous les cas, nous, notre application, elle est pensée, elle n'est pas inféodée à un référentiel ou une approche. On peut avoir aussi bien des approches plus agiles que Waterfall, ou pour les aspects, pour la gestion de projet, mais également pour les éléments à l'échelle du portefeuille. Donc, il en existe, vous avez un peu de littérature là-dessus, mais c'est vrai que voilà, je ne pense pas que ça soit tout à fait ce que nous, on préconise. Nous, on préconise plutôt le pragmatisme et l'adaptation à vos contextes. Ouais, moi j'avais pensé aussi au PMI, hein, Project Management Institute, et le PMP. Après, voilà, il y a quand même des incontournables à chaque fois, avec des caractéristiques projet qu'on retrouve qui sont toujours les mêmes. Et voilà ce que je peux rajouter à ça. Une toute dernière question. Alors là, une question sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme un projet. Alors, vaste débat. Je ne sais pas si avec le temps imparti, on va pouvoir vraiment y rentrer dedans. J'essaie d'en retrouver une autre. Alors, une question. Pouvez-vous partager des conseils pratiques pour équilibrer la gestion des projets individuels avec la supervision globale du portefeuille de projets, en particulier lorsqu'il y a des priorités concurrentes et des ressources limitées? Et ben, là, on rentre vraiment pour moi sur des logiques de priorisation, de filtre, de goulets d'étranglement. Donc en fait, il n'y a pas de solution magique, mais en fait, ça me fait penser au fait que la gouvernance doit être bien installée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra mettre autour de la table en fait les parties prenantes, les responsables des ressources de part et d'autre, les responsables des projets de part et d'autre, et il faudra décider en fait de la priorité et du coup le refléter au niveau de la ressource ensuite. C'est quelque chose qui arrive en permanence, c'est quelque chose qui n'est pas facile, donc il n'y a pas de solution miracle, mais pour moi c'est ça, c'est être très clair sur les instances de décision et surtout avoir les parties prenantes autour de la table pour décider en étant alignés. Oui, ce qui est important, c'est qu'en général, le porteur du projet va toujours penser que son projet, c'est le plus intéressant à faire. Et ce qui est important, c'est de créer un consensus, non pas à l'échelle des porteurs de projet, mais à l'échelle de l'organisation, et pour être sûr qu'effectivement, tout le monde est aligné sur les priorités et la hiérarchie des projets s'il y a besoin d'en arriver là en cas de conflit de ressources. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Quelques ressources pour aller plus loin. Vous avez un product tour, comme je l'ai évoqué plusieurs fois, demain à 11h30. Ça, c'est pour ceux qui ont envie d'explorer la solution Project Monitor qu'on a un petit peu évoqué avec quelques retours. On a écrit également un livre blanc où on vous donne plein de conseils, astuces pour poser les bases d'un bureau des projets. Donc, passer de la gestion de projet à la gestion de portefeuille de projet, souvent ça s'incarne à travers un bureau des projets. Vous avez également tout un tas de ressources que vous pouvez trouver sur le site de projection, donc n'hésitez pas à les consulter. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, Vincent vous partage directement ses coordonnées. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui pour approfondir un retour d'expérience qui ont été évoqués tout au long de cette présentation ou même On en rentrer a d'autres. concrètement sur des vifs du sujet.
Bon, bah, écoute, on arrive à la fin de cette session. Vincent, un mot de la fin pour conclure, s'il fallait retenir quelque chose de tout ce qu'on a pu partager dans les 5 conseils, dans les retours sur les sondages, qu'est-ce que tu conseilles à nos participants pour passer de la gestion de projet au management de portefeuille de projet? Oui, bah, je dirais que globalement, commencer avec des petits pas. Ça ne sert à rien de mettre en place, on va dire tout de suite, une usine à gaz autour de ça. Commencer avec l'identification de vos projets. Et effectivement, il y a eu cette question tout à l'heure en fait, qu'est-ce qu'on considère comme un projet, qui est une vaste question, mais à laquelle on peut avoir des réponses. Identifiez bien vos projets, faites le tri, peut-être regroupez-les. Voilà. Et je dirais que le deuxième point, c'est de canaliser les projets. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut les identifier. Il faut aussi faire en sorte que quand il y en a des nouveaux, en fait, ça arrive au même endroit et qu'il n'y ait pas des projets qui soient à droite à gauche ou des projets cachés ou je ne sais quoi, ou non identifiés. Donc ça me paraît essentiel. Le reste, c'est des choses voilà, qui s'accompagnent et qui sont peut-être sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur d'autres techniques, par exemple la gouvernance. Voilà, la gouvernance, on connaît la gouvernance projet. Là, on est sur quelque chose qu'on vient appliquer à un portefeuille de projet, mais on connaît déjà. Voilà. Mais pour moi, ça serait ça. Et puis, je dirais à vos portefeuilles. Alors, il me reste écoutez, à vous remercier, à te remercier, toi en particulier, Vincent, pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup. C'était voilà, passionnant. J'espère que ça a esquissé plein de pistes pour vos organisations. Je tiens également à remercier l'équipe Virage qui, vous ne le voyez pas, qui n'est pas sur le devant de la scène, mais sans qui ce webinaire n'aurait pas pu se tenir dans ces conditions. Safia, Camille et Camille. Safia et Camille étant au niveau de la modération aujourd'hui, vous a partagé plein de liens. Là, vous avez été bombardés de liens. Là, vous avez de la lecture pour toutes les prochaines semaines à venir. On vous dit à très bientôt, peut-être dès le Product Tour demain, ou sinon dans les échanges également côté projection. Et on se tient à votre disposition pour faire avancer, comme l'a dit Vincent, votre management de projet et faire émerger la gestion du portefeuille de projet. À très bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les participants. Au revoir.